Bonsoir, merci d'être avec nous sur Al24 News pour édition spéciale, votre espace de débat en direct avec nos invités pour décrypter l'actualité. C'est ce soir retour sur le conflit ukrainien et ses derniers développements. On se penchera surtout sur ces informations largement relayées dans les médias internationaux et qui font référence à la présence de mercenaires marocains combattant auprès des troupes ukrainiennes. Des mercenaires marocains engagés au front auraient même été tués en Ukraine, ont rapporté tout récemment des médias russes. La Russie qui se prépare également à juger des combattants étrangers enrôlés dans ce conflit, à en croire les autorités de la République autoproclamée du Donetsk dans le Donbass, citant des mercenaires britanniques et marocains. Cela va nous intéresser à ce phénomène du mercenariat qui, il faut le rappeler, a quelque part été légitimé par les autorités de Kiev dès le début du conflit et peut-être bien avant. On verra en tout cas tout ça avec nos invités ce soir. D'abord, Monsieur Ben Ali Sassi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue. Zine Cherfaoui est également notre invité. Bonsoir Zine. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci d'être avec nous. Et depuis Bruxelles, nous a rejoint Monsieur Luc Michel, également géopolitologue. Bonsoir Monsieur Luc Michel. Bonsoir madame, heureux de découvrir vos auditeurs. Je ne suis pas géopolitologue mais géopoliticien. C'est une grosse nuance. Très bien, merci Monsieur Luc Michel. Pour commencer donc ce débat, les autorités ukrainiennes ont dès le début de ce conflit lancé un appel au recrutement de combattants étrangers auprès des troupes ukrainiennes. Comment les opérations de recrutement ont été effectuées? D'abord, on commence avec vous Monsieur Sassi. Concernant évidemment la Légion étrangère instituée par les autorités ukrainiennes, normalement la Légion étrangère a existé bien avant. C'était, si on commence un peu plus loin, c'était en 1854, lors de la guerre de la Crimée, puis on est venu plus tard en 2014, c'était concernant les environs de Mariupol et les environs. Et plus tard, maintenant, évidemment, ça a été officialisé avec un ukaz. Évidemment, un ukaz, c'est un texte de loi, un décret du président ukrainien Zelensky au mois de février 2022. Et depuis, d'un autre côté, il a eu une échappatoire, il a trouvé une échappatoire pour cette légion-là, pour la lier aux forces armées ukrainienne. Oui. La première fois, ça a été lié directement à la présidence, mais plus tard à l'armée ukrainienne. Oui. Tout ça, évidemment, comme je l'ai dit, c'est une échappatoire pour ne pas désigner la Légion étrangère comme du mercenariat tout court. Très bien, donc cet appel a été lancé via les ambassades à travers le monde, Zine Cherfaoui. C'est ainsi que ça s'est produit, notamment en Afrique. Oui, absolument. Moi, je pense qu'il y a d'abord eu l'appel du président ukrainien à constituer cette légion étrangère. Ça s'est fait à travers les médias, les réseaux sociaux. Puis cet appel a trouvé écho, a trouvé un prolongement à travers les représentations diplomatiques ukrainiennes. Et si mes souvenirs sont bons, un appel a même été diffusé par l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, oui. Et y compris aussi à Alger. Et donc ça a suscité une réaction des autorités algériennes qui ont invité la chancellerie ou l'ambassade d'Ukraine à Alger à retirer de son site internet le texte en question. Oui. Donc, effectivement, dès le début du conflit, les autorités ukrainiennes avaient à l'idée de constituer une légion étrangère qui viendrait sur le théâtre des opérations afin de les aider à repousser, entre guillemets, l'armée russe. Très bien. Donc, pour en savoir plus sur cette légion étrangère, sur les motivations de ces combattants étrangers présents en Ukraine, Monsieur Jean-Luc Michel, à votre avis, qu'est-ce qui motive ces étrangers à s'engager dans ce conflit qui parfois ne les concerne en rien? Dans ce qui concerne les Africains, l'argent, mais en ce qui concerne les Européens, l'idéologie.
Ce n'est pas une nouveauté. Le recrutement de mercenaires en Ukraine, il date du coup d'État par la junte de Kiev en février 2014. À l'époque, c'était surtout des Britanniques et des Américains, des gens liés au réseau Blackwater, qui ne s'appelait plus Blackwater à l'époque, etc. Quand la guerre a éclaté cette année au mois de février, l'Ukraine a fait appel au mercenariat, et comme ce n'était pas suffisant, les mercenaires d'origine occidentale, ils ont fait appel à l'Afrique. Il y a eu effectivement des tentatives faites par les ambassades d'Ukraine en Algérie et au Sénégal, mais elles ont valu des protestations diplomatiques et un blâme de l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar par Macky Sall directement, ce qui était une grande surprise pour les Occidentaux. Mais il semble qu'au Maroc, on n'ait pas pris ces précautions. Ça a toujours été une source de recrutement. Le fameux bataillon Azov, qui est constitué de néo-nazis et qui a des éléments de choc avec le groupe d'extrême droite néo-nazi secteur droit qui ont pris le pouvoir en février 2014, il est constitué de nombreux volontaires étrangers d'origine néo-nazie recrutés dans toute l'Europe. Lorsque Zelensky s'est adressé au Parlement grec, la moitié des députés grecs s'est levée pour refuser de l'entendre. Il était en effet accompagné à ses côtés de 2 mercenaires d'origine grecque condamnés pour des faits criminels d'origine néo-nazie en Grèce et qui voulaient prendre la parole devant le Parlement avec lui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Russes, les gens du bataillon Azov qui ont été faits prisonniers, ne sont ceux-là pas considérés comme des prisonniers de guerre, mais comme des criminels qui ont violé la loi internationale. Il faut savoir que depuis 8 ans, le procureur général de Moscou, à la demande du parquet de la République autonome de Donetsk et de Lugansk, constitue des dossiers et que les Russes vont très prochainement organiser un procès international de ces gens. Il y a en particulier actuellement le sort de 2 individus faits prisonniers dans l'usine d'Azovstal à Mariupol. Donc il y a un grec effectivement, et un britannique et un marocain. Voilà ce qu'on sait actuellement. Ce sont toutes des choses qui sont dissimulées dans les médias occidentaux et dans la presse internationale. Très bien. Monsieur Luc Michel, en tout cas, les autorités russes ont promis d'être intraitables avec ces émissaires capturés dernièrement. On va revenir un petit peu sur les conditions dans lesquelles se retrouvent ces mercenaires en Ukraine, dans des conditions difficiles, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, une culture qu'ils ne connaissent pas. C'est difficile pour ces mercenaires. On revient un petit peu à leur motivation, Monsieur Sessi Ben Ali. Effectivement, concernant la motivation, comme vient de le dire votre invité, ils sont motivés par l'argent, par exemple, pour les Africains, et aussi par la nationalité ukrainienne, parce que quand il a la nationalité ukrainienne, il peut se déplacer en Europe comme il veut. Ça veut dire pas de visa. D'un côté et de l'autre côté, concernant, évidemment, ils ne connaissent pas très bien le terrain, à l'exception de quelques mercenaires, surtout ceux des islamistes. Oui. Les islamistes, évidemment, concernant ceux de Tchétchènes, la brigade, le bataillon de Cheikh Mansour et de Daev, qui sont conciliés avec le bataillon d'Azov et secteur droit, alors que des choses qui sont inconciliables, mais elles ont été évidemment conciliées pour la circonstance. Ça, d'un côté. De l'autre côté, la majorité, évidemment, qui viennent en Ukraine ne connaissent pas le terrain. Oui. C'est des gens, évidemment, une des deux. Ou bien, le cas des militaires, ça c'est autre chose. Il y a aussi des militaires, des officiers supérieurs ou bien généraux, qui sont présentés en Ukraine et ont été mis à la retraite pour la circonstance. Quand on voit un général venir alors qu'il est toujours en activité, et plus tard, un mois plus tard, on dit qu'il est parti en Ukraine combattre pour des raisons bien particulières. Quelles sont ces raisons particulières? Il y a des dessous dans tout ça. Concernant les Européens, il y a toute une partie de ces volontaires-là, ou bien c'est pour de l'argent. Une partie, évidemment, généralement, ils perçoivent des $150 par mois. Et ça, je dis bien ceux qui sont recrutés au niveau des ambassades.
Ceux qui sont recrutés évidemment par les sociétés militaires de sécurité privée, à l'instar de l'ex-Blackwater qui s'appelle actuellement Academy, généralement ils touchent entre 1 000 à 3 000 $. Et pourquoi? Ils sont chargés des opérations un peu spéciales. Il y a d'autres, c'est la chair à canon. C'est la chair à canon qui sont envoyés. Comme ça, pourquoi la chair à canon? C'est pour éviter qu'il y aurait des morts parmi les militaires ukrainiens. Qui sont ces personnes qui Ces personnes, c'est plusieurs nationalités. Ce n'est pas seulement, par exemple, une nationalité. Il y a, par exemple, comme on dit, il y a des Marocains, il y a des Africains, il y a évidemment des Français, il y a des Belges, il y a des Anglais, il y a des Italiens et un peu des Américains aussi, qu'on appelle des touristes de guerre. Oui. Il y a aussi, évidemment, comme vient de le dire votre invité, il y a des Grecs aussi. Oui. Et il y a un peu de tout le monde. Il y a aussi des mécontents russes qui ont rejoint ce front-là. Et on trouve aussi, par exemple, le bataillon aussi, de la Biélorussie. Il y a aussi la Géorgie, évidemment. Son bataillon existe depuis 2014 en Ukraine. Il y a plusieurs personnes qui viennent d'outre-mer, etc. Il y a également des mercenaires qui ont fui, des mercenaires étrangers qui ont fui l'Ukraine au regard des conditions difficiles dans lesquelles ils évoluent dans ce pays. Zine Cherfaoui, sur ce point. Oui, absolument. Mais de toute manière, la présence de mercenaires sur le théâtre des opérations en Ukraine est un grand classique des guerres. C'est-à-dire, à chaque fois, lorsque vous dites guerre, vous avez des armées conventionnelles qui s'affrontent, mais vous avez aussi tout autour des mercenaires. Et dans le cas de l'Ukraine, l'Ukraine n'échappe pas à cette règle. Donc, comme viennent de vous le dire vos invités, vous avez à peu près 2 à 3 types de mercenaires. Vous avez des mercenaires professionnels qui ont une grande expérience de la guerre, qui viennent là pour renverser un rapport de force et en même temps gagner de l'argent. Il y a une deuxième catégorie de mercenaires, ce sont des gens qui sont là uniquement pour l'argent. Quel que soit le conflit, c'est des gens qui ne s'encombrent pas de valeur ou de morale. Il y a également des personnes qui sont au bout de leur vie aussi. Il y a des personnes qui sont au bout de leur vie. Il y a, comme viennent de vous le dire vos invités, vous avez aussi des mercenaires qui ont un peu le statut de touriste, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune expérience de la guerre. Ils se disent, tiens, visiblement le rapport de force est en faveur de l'Ukraine, donc on va aller gagner de l'argent tout en se vantant d'avoir vaincu la deuxième plus grande armée du monde. Donc vous avez toutes ces catégories-là qui sont présentes en Ukraine. Qui sont ces mercenaires, ou du moins les plus expérimentés? Vous avez des mercenaires européens. Très souvent, ce sont des mercenaires, ce sont des gens qui sont déjà structurés au sein d'armées européennes et qui y sont pour faire des opérations spéciales, des opérations complexes de sabotage, etc. Et vous avez aussi des mercenaires israéliens. On a signalé des mercenaires israéliens aux côtés du bataillon d'Azov. On a signalé des mercenaires marocains qui ont été faits prisonniers dans le Donbass et dont le sort pourrait être tranché ces jours-ci, à en croire donc la République populaire de Donetsk. Oui. Donc, et ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont pas protégés par la Convention de Genève. Absolument, donc, ce ne sont pas des prisonniers de guerre, donc ce sont des gens qui risquent carrément la peine de mort. Alors, Monsieur Luc Michel, est-ce qu'on a des chiffres sur ces mercenaires qui sont actuellement recrutés pour combattre auprès de l'armée ukrainienne? On parle de plusieurs dizaines de milliers. Il y a 2 types d'allures. Il y a les vrais mercenaires et il y a des troupes de l'OTAN qui sont là sous couverture, sous prétexte d'être des volontaires et qui en réalité sont des troupes d'actifs. On a notamment accusé, il paraît que dans l'usine d'Azovstal, il y aurait plusieurs dizaines d'officiers de la DGSE qui auraient été faits prisonniers. Il y a en particulier des bataillons idéologiques. Il y a notamment donc des Tchétchènes, comme on l'a dit, islamistes, qui sont la marraine de la Russie. Il y a également un bataillon d'opposants à Loukachenko, du Bélarus, etc. Mais ça s'est très mal passé pour tous ces gens-là. Les Français avaient recruté plusieurs centaines et les Ukrainiens avaient formé un espèce de centre de formation et de triage situé près de Lviv,
donc près de la frontière polonaise en Ukraine. Et le 4e jour de leur arrivée, les Russes ont balancé un missile de croisière dessus, faisant plusieurs centaines de morts, semble-t-il principalement des mercenaires français. Et on a eu sur Facebook des témoignages de Français qui avaient fui à toute vitesse l'Ukraine. Eux, ils pensaient trouver une espèce de jeu vidéo et ils ont découvert l'horreur de la guerre. Donc c'est un nombre considérable, mais ce n'est pas du tout les brigades internationales qui sont intervenues en 1936 en Espagne contre Franco. Ce n'est pas du tout non plus la Légion étrangère. Ce sont des troupes de briques et de broc que, effectivement, les Ukrainiens utilisent comme chair à canon. Ceci d'autant plus que l'OTAN est bien décidé à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien. Donc ces mercenaires partent au combat avec un équipement et des armes insuffisants. Donc, Monsieur Sassi, donc certains vont mourir directement comme ça, sans protection. Cela constitue donc une entrave. Effectivement, primo, quand on voit au niveau du recrutement en lui-même, par exemple, il y a l'ex-directeur adjoint de Paris Match, le Sommier, qui a été en Ukraine. Il disait qu'il accompagnait un certain nombre de Français. Et il avait dit, in fine, je me suis trouvé en face du Pentagone. Le recruteur, c'était un Américain. Ça se voit, cette légion-là, elle est dirigée par d'autres personnes, par d'autres puissances, et non pas même pas par les autorités ukrainiennes. Concernant évidemment les conditions de vie, il y a ces légionnaires sont affectés sur 4 ou bien 5 domaines. Les premiers, évidemment, les professionnels qui sont évidemment ou bien en activité ou bien en retraite ou bien ceux des sociétés militaires de sécurité privée qui sont affectés évidemment dans les forces spéciales. Secondo, il y a d'autres qui sont évidemment des secouristes, ils sont affectés dans ce domaine-là, les hôpitaux, etc. Il y a ceux de la maintenance, etc. Il y a d'autres qui ne savent rien faire. C'est les Ukrainiens qui les appellent les légionnaires TikTok. Oui. Ils savent faire des selfies seulement. Les plus grandes pertes sont enregistrées dans les rangs des mercenaires. En ce moment, on parle de lourdes pertes en vie humaine. Ça a commencé avec le bombardement de la caserne à Lviv. À Lviv, c'était plus d'une centaine de mercenaires. Oui. Il y avait les armes, évidemment, qui ont été envoyées par le monde occidental. Et c'est à partir de cette date-là que tout le monde commençait à connaître que cette légion-là, ce n'est pas du TikTok. Il faut ou bien être un professionnel ou bien non. Les autres, il y en a beaucoup qui sont morts. Oui. Par exemple, le cas des Marocains qui ont été recrutés, par exemple, le premier qui a été évidemment jugé dernièrement, c'est un étudiant qui s'appelle Sadoun. Un étudiant qui a rallié la Légion étrangère. Il y en a d'autres aussi qui ont rallié. Est-ce qu'ils ont été forcés ou bien ils sont partis de leur propre gré? Non, de leur propre gré. Personne n'a été forcé. Les étrangers n'ont jamais été forcés de rejoindre la Légion étrangère. Évidemment, il y a un centre de recrutement, il va passer par ce centre-là. Ou bien, si c'est à l'Ukraine, c'est le cas du Marocain. Si c'est à l'étranger, évidemment, c'est au niveau des ambassades et précisément auprès de l'attaché de défense ukrainien. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que les lois au Maroc permettent justement le recrutement des mercenaires Zine Chalfaoui? Oui, mais écoutez, bon, les personnes qui décident de devenir mercenaires ne le crient pas sur tous les toits. Ils prennent leur passeport, ils vont sur le théâtre des opérations, ils se font recruter comme mercenaires. Oui, oui. Après, comme vous le dites, il y a des pays qui, comme l'Algérie par exemple, interdisent à leurs citoyens d'aller combattre sur des théâtres d'opération ou d'avoir le statut de mercenaire. Voilà, donc ça dépend en fait des pays dans lequel vous êtes. Mais lorsque vous voulez devenir mercenaire, généralement c'est une démarche qui est individuelle. Donc après il y a des États
il y a certains États qui peuvent encourager leur population ou qui peuvent encourager la constitution de légions pour aller combattre en Ukraine, effectivement. Monsieur Luc Michel, cela nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Syrie, hein, avec le groupe terroriste Daesh qui avait, on va dire, recruté des combattants étrangers, une légion internationale pour combattre en Syrie. C'est exactement la même chose, oui. Et ce sont les mêmes réseaux occidentaux, américains en particulier, qui organisent tout cela, notamment les réseaux de soutien du fameux George Soros. Il faut savoir que l'armée ukrainienne a des pertes considérables et que actuellement près de la moitié de l'armée ukrainienne est en train d'être détruite dans des poches d'encerclement dans le front du Donbass. À Azovstal, par exemple, on a mis l'accent que 2500 combattants s'étaient rendus, mais c'est tout ce qui restait de 40 000 combattants. Actuellement, les Ukrainiens ont mobilisé des bataillons de défense territoriale à qui on a fait croire qu'ils allaient faire de la défense de leur localité et qu'on envoyait sur le front. Aujourd'hui, RFI, qui n'est pas un média pro-ukrainien, bien au contraire, RFI a publié un long reportage sur la désillusion de ces bataillons territoriaux, justement, ukrainiens. Et à partir de ce moment-là, l'Ukraine fait flèche de tout bois. Donc on a commencé les trous par des mercenaires, mais les pertes sont effroyables parce que d'autant plus qu'on les envoie au front contre l'armée russe, qui est la deuxième armée du monde, oui, qui est bien équipée malgré ce qu'on nous raconte dans les journaux occidentaux. Et en réalité, on les envoie simplement avec des RPG-7 et des Kalachnikov. Il faut savoir devant tout cela que malgré des semaines de propagande des médias de guerre de l'OTAN, où on nous a raconté que l'Ukraine faisait front, qu'elle allait gagner la guerre, qu'elle contre-attaquait, etc., c'est la déroute de l'armée ukrainienne dans le Donbass. C'est pas moi qui le dis, ce sont des journaux comme Le Temps à Genève, ou encore comme Le Voix à Paris, qui titrent justement sous la déroute de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Lorsque l'armée ukrainienne sera détruite dans le Donbass, les experts militaires, les vrais, pas ceux des plateaux de BFM TV, etc., oui, ils nous expliquent que la Russie a tendu un piège stratégique. Vous savez que les Russes sont des spécialistes de ces pièges stratégiques. Ils en avaient déjà tendu un aux armées d'Hitler devant Moscou fin 1941. Ils ont tendu un piège stratégique qui va anéantir l'armée ukrainienne. Poutine avait d'ailleurs annoncé la donne. C'est ce qu'il annonce par désarmer l'Ukraine dès les premiers jours de l'opération militaire spéciale. Très bien, je reviens un petit peu sur le cas des mercenaires, du rôle des mercenaires dans ce conflit ukrainien. Monsieur Sessi Ben Ali, on l'avait dit, les mercenaires, ces mercenaires ne sont pas protégés par le droit international. Selon les instruments internationaux, un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Comment les pays où sont originaires ces mercenaires pourraient donc faire pour protéger leurs ressortissants? Avant tout, je vais revenir concernant le Maroc, vous avez parlé, oui, s'il y a des textes ou bien. Déjà, le Maroc n'a pas évidemment ni signé ni paraphé la convention africaine sur le mercenariat, qui date depuis 1977. L'Algérie l'a paraphé, évidemment, c'est ancien. Oui. Autre chose aussi, parce qu'il n'y a que le pays, évidemment, qui s'est doté d'instruments ou bien de lois. En Afrique, précisément, c'est l'Afrique du Sud, on porte dans ce domaine-là, concernant le mercenariat, et évidemment les sociétés militaires, sécurité privée, etc. Et ce texte-là, il est le plus ancien dans le monde, il date depuis 2001. Et ce n'est qu'après qu'il y a eu les Français, les Américains, etc., etc. C'est même au niveau de la définition du mercenaire, elle est un peu floue. Personne, au niveau des textes même internationaux, concernant la Convention africaine, elle a été faite en fonction d'une situation particulière, parce qu'il y avait
un combat qui était mené contre les mercenaires à la Bob Denard qui existait en Afrique, le cas aussi de ces COPEX et ainsi de suite, beaucoup de choses. C'était un texte qui date depuis 1977, c'est un peu ancien. Plus tard, c'était un fait. Hein, oui, effectivement, donc, c'était un fait. Cette définition-là, elle est restrictive en quelque sorte. Il y a eu aussi la Convention de 1989 portant sur le international, ce n'est pas un texte régional, portant sur le recrutement, financement, etc. Cette loi aussi définit, c'est en fonction de 6 critères, le mercenaire. Il y a aussi l'article 47, évidemment, portant sur l'article 45 du protocole additionnel 1, je dis bien 1 de 1977, aux conventions de Genève de 1949, il le définit. Concernant aussi, je reviens, puisque plus loin au texte aussi, il y a aussi l'article 4 de la convention de La Haye, qui date depuis 1907 aussi, qui interdit tout recrutement à l'extérieur de mercenaires, surtout pour les pays neutres. Le fait que, quand on dit les pays neutres, ou bien personnes neutres, les Européens, ils n'ont pas évidemment affiché la neutralité. Au contraire, ils l'ont encouragé. Ça veut tout dire, c'était un combat par procuration contre la Russie. La suite, au niveau du droit international, non. Comme l'avait dit évidemment le directeur du département juridique d'Orman, concernant tous les terroristes, évidemment, ceux de Daesh, ou bien même au niveau des légionnaires, c'est des combattants illégaux. Quand un combattant illégal, il n'a pas droit ni au statut de prisonnier de guerre, ni à d'autres, évidemment, ni au statut de combattant légal. Et c'est pour ça qu'il est passible de toutes les peines. Jusqu'à la peine de mort. Quel pourrait être leur sort, à votre avis, Zine Cherfaoui? Le sort d'un mercenaire est la peine de mort. Oui. C'est la peine de mort. Généralement, les mercenaires sont condamnés à la peine de mort lorsqu'ils sont faits prisonniers. Donc, la situation, donc, leur pays d'origine ne peuvent pas les protéger au regard donc, de ces instruments. À ma connaissance, actuellement, il y a des échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Pratiquement ces échanges de prisonniers, à en croire le ministre russe de la Défense, ces échanges sont pratiquement hebdomadaires, voire même quotidiens. Mais à ma connaissance, ils ne concernent pas les mercenaires. Luc Michel, sur ce point, pour finir, les pays d'où sont originaires ces mercenaires ne peuvent pas protéger leurs ressortissants. Écoutez, tout d'abord, il y a le cadre légal, c'est-à-dire que les lois de la guerre excluent les mercenaires, les conventions de Genève, mais également les francs-tireurs, c'est-à-dire les civils nationaux qui sont engagés dans des formations qu'on appelle de francs-tireurs. Secondement, les lois et les règlements de l'Union africaine proscrivent le mercenariat dans toute l'Afrique. C'est sur cela que Macky Sall s'est basé, notamment pour protester contre l'Ukraine. Maintenant, on soumet les gouvernements occidentaux, même Macron, le chancelier allemand Scholz, et même le pape interviennent pour protéger les gens Azov et demander qu'on libère les nationaux, mais ils n'obtiendront rien. Les autorités de Donetsk et de Lugansk et les autorités russes ont été claires. Ces gens sont des criminels. Ils vont passer en jugement pour crimes de guerre et ils vont risquer chacun d'eux la peine de mort. Il faut rappeler que si la peine de mort n'est plus exécutée en Russie, elle l'est à Donetsk et à Lugansk. Oui. Merci Luc Michel, géopoliticien belge, d'être intervenu avec nous dans cette émission. Je remercie également mes deux autres invités, Monsieur Ben-Ali Sassi, géopolitologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Zine Cherfaoui, journaliste, était également notre invité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.